Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Je prends soin de ma santé. Je prends soin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Santé Plus, votre rendez-vous de santé et de bien-être sur la RTNC de développement. Aujourd'hui, nous ouvrons nos assiettes pour savoir ce qui se cache dedans. Qu'est-ce que je dois manger, comment manger et quand manger. Et parfois, ce n'est pas toujours ce que notre corps aimerait trouver. Ce jour, nous allons parler de la mauvaise habitude alimentaire du Congolais à l'origine de plusieurs maladies. Et pour en parler, nous recevons le docteur Ghislain Onokoko Djeka. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors docteur, vous pouvez vous présenter hein? Merci. De prime abord, je m'en vais d'abord vous remercier. Le fait que vous m'ayez invité à cet endroit pour parler de la santé sur ce que nous devons manger. Et je m'appelle docteur Onokoko Djeka Ghislain. Je suis médecin généraliste à l'hôpital général actuellement, le centre hospitalier universitaire Renaissance. C'est là que j'évolue dans le domaine des urgences. Vous l'avez compris, docteur Ghislain Onokoko Djeka est médecin généraliste au centre hospitalier universitaire de Renaissance de Kinshasa, bien sûr, c'est ex-Mamaemo. Alors, docteur, qu'est-ce que on entend exactement par mauvaise habitude alimentaire, surtout dans notre contexte congolais? Dans notre contexte congolais, il s'agit au fait de certains comportements alimentaires courants qui peuvent avoir des effets néfastes ou négatifs sur la santé à long terme. Donc, c'est un peu ça. Si on dresse un portrait alimentaire du Congolais, quelles sont les principales mauvaises habitudes que vous observez? Ce que moi j'observe, et surtout que je suis dans un milieu où les malades viennent avec des pathologies chroniques et généralement des maladies qui s'avèrent incurables. Pour moi, je pense que les aliments riches en graisse, les aliments qui sont riches en graisse, l'alcoolisme, le tabagisme et autres sont au fait responsables, les principales causes ou facteurs qui sont à l'origine de plusieurs maladies dans notre pays, principalement dans la ville-province de Kinshasa. Et docteur, est-ce une question de ce que nous mangeons? Je l'ai annoncé tout à l'heure. Est-ce une question de ce que nous mangeons ou aussi de comment et quand nous mangeons? Oui, madame. Au fait, la première des choses, c'est d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut manger. Cette question, elle est très importante. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'organisme, pour être bien construit, il a besoin de certains nutriments. Donc, je commence par la question de qu'est-ce que je dois manger. L'organisme a besoin de certains nutriments, tels que les protéines, les vitamines et des sels minéraux, etc. L'organisme a besoin de ça. Okay. Mais
qu'est-ce qu'il faut manger maintenant? Donc, ce qu'il faut manger, c'est que nous devons avoir un apport équilibré en protéines, en vitamines, en sels minéraux, etc. Mais si cet apport n'est pas équilibré, ou on voit peut-être un déséquilibre alimentaire, cela peut engendrer au fait de problèmes sur la santé. Et quand manger, c'est-à-dire qu'il y a des moments qu'il faut réserver au fait de repas. Le matin, autour de 8 heures, un petit déjeuner, peut-être vers 12 heures, 13 heures, et autour de 18 heures, 18h30, voire même 19 heures. Ce sont des heures pendant lesquelles l'organisme a besoin de plusieurs nutriments pour être bien construit. Et comment manger? Comment manger, voilà. Et comment manger? C'est une très bonne question. Comment manger? Moi, je pense que si je veux manger, j'aurais besoin, par exemple, d'un aliment qui m'apporte un peu de protéines, un aliment qui m'apporte un peu de vitamines. Je peux donner un exemple typique. C'est-à-dire que sur ma table, vous m'amenez un peu de foufou, amenez-moi un peu de riz, amenez-moi un peu de fruits, amenez-moi un peu du jus. Et peut-être que tout ça, l'organisme va retrouver au fait ce dont il a besoin. Et si vous m'amenez tous les jours sur ma table le riz ou soit du foufou, tous les jours, je pense que je n'aide pas mon organisme à être bien construit, mais je le prépare au fait à des pathologies chroniques à long terme. Voilà. Merci docteur. Et alors parlons à présent. Les plats traditionnels, parfois très copieux, sont-ils dangereux ou tout dépend des quantités et la fréquence? Très bien. Tout dépend de la quantité et de la fréquence. De la quantité d'abord, c'est comme j'ai dit, mais on a toujours l'habitude de dire que tout excès nuit. Je prends un exemple de la personne qui prend toujours de la chikwang. Il a l'habitude de manger de la chikwang tous les jours. Donc, il n'a pas une différence. Pour lui, il faut consommer de la chikwang et pourtant, il oublie ce que la chikwang peut avoir comme effet néfaste sur l'organisme. La consommation exagérée de chikwang peut entraîner des troubles digestifs qui peuvent conduire même à des interventions chirurgicales. Alors, en ce moment-là, la quantité de la chikwang doit être équilibrée, savoir quelle est la quantité qu'il faut manger. Et la fréquence également. Il ne faut pas chaque jour se réveiller avec la chikwang. Non, moi j'aime toujours la chikwang. Je crois qu'il faut oublier cette phrase de dire j'aime toujours la chikwang. Parce que quand tu dis toujours j'aime toujours la chikwang, c'est-à-dire que la fréquence, tout le jour, tu dors, tu te réveilles avec la chikwang. Tu dors, tu te réveilles avec la chikwang. Et pourtant, l'organisme n'a pas seulement besoin de la chikwang, mais il a besoin d'autres aliments pour pouvoir s'édifier. Alors, dans ces cas-là, dans ce contexte-là, si la personne trouve qu'il faut toujours manger la chikwang, eh bien moi, je vais lui dire que plus tard, qu'il ne se pose pas de questions pourquoi il a toujours des maux de ventre. Parce que, tout simplement, la chikwang peut réduire le mouvement des intestins. Voilà pourquoi il faut essayer un peu d'alterner les aliments. Aujourd'hui, vous mangez un peu de la chikwang. Demain, mangez un peu de riz. Après-demain, un peu de foufou, etc. Voilà. Merci, docteur. Docteur, avec la modernisation, on consomme plus des produits importés et transformés. Quel est alors l'impact sur notre santé? Bon, au fait, moi personnellement, je n'en consomme pas.
tout ce que les gens disent, ce qui est communément appelé les aliments de chambre froide, au fait. Les aliments de chambre froide. Moi, personnellement... Les vivres frais, les vivres comme on les frais. appelle, les vivres frais. Oui, oui. Moi, je n'en consomme pas, personnellement. Pourquoi? Parce que je ne sais pas d'abord comment ces aliments sont-ils conservés et de quelle manière sont-ils importés. Donc, pour moi, parfois, il y a certaines personnes qui peuvent développer certaines pathologies à cause de certaines substances cancérigènes qui, au fait, dont on ne connaît pas. Parce que la conservation, ça dépend aussi. Parce que si la conservation n'est pas bonne, et quelle est la matière? Quels sont les récipients qu'on utilise pour conserver les aliments? On ne connaît pas. Aujourd'hui, on nous dit que le fait de boire régulièrement de l'eau de bouteille, au fait, ça renferme certaines particules, au fait, au niveau de la matière des bouteilles. Ça renferme certaines particules, et ces particules sont, au fait, des substances capables d'entraîner des effets cancérigènes. Alors, on dit, il faut peut-être éviter d'en consommer autant et voir comment prendre de l'eau. Alors, pour moi, je me dis aussi, je me pose la question, ces aliments qui nous sont importés. C'est de quelle manière sont-ils conservés? Je ne connais pas et je me dis, il faudra toutefois prévenir que guérir. Parce que ces aliments peuvent contenir plusieurs substances cancérigènes et qui, à la longue, on peut développer des cancers dont on ne connaît pas l'origine. Parce qu'aujourd'hui, la fréquence même de jeunes filles est autour de 25 ans, 28 ans, voire même 30 ans, et qui commencent à développer les cancers du sein. Je crois que c'est aussi une mauvaise habitude alimentaire, principalement de ces aliments qui nous sont conservés, dont nous ne connaissons pas les mesures de conservation. Ok, docteur. Et ceux qui aiment seulement manger la viande, qui ne mangent pas des légumes, qui mangent souvent la viande, les vivres frais, vous avez dit peut-être que ces aliments sont à l'origine des produits Oui. français. Oui. Qui font quoi? Vous avez dit, rappelez un peu. J'ai dit, les produits, au fait, les aliments peuvent contenir certaines substances cancérigènes. Donc, alors, c'est un exemple que j'ai donné parce qu'il y a plusieurs. Ces aliments-là sont aussi riches en graisse. Je vois des jeunes gens dans plusieurs familles chez nous à la cité. Tu vas voir des jeunes gens en train de préparer, soit une famille, en train de préparer les cuisses, communément appelées les cuisses à péter. Mais je vois aussi même dans des restos, on en prépare, on grille ça et les gens en bouffent. Et bien, je rappelle que les cuisses à péter, c'est que vous avez l'habitude de bouillir pour consommer, sont riches en graisse, en cholestérol, et alors de mauvais cholestérol. Concrètement, docteur, comment la surconsommation des féculents, des graisses et sucres agit sur notre corps à long terme? Au fait, chaque jour, vous consommez des sucres, vous consommez de graisse, est-ce que vous mangez? Non, je mange le fromage et autres. Sachez que vous accumulez ces sucres-là, l'organisme accumule. Et il y aura un moment donné où il ne saura plus travailler avec ces sucres-là. Et il y aura maintenant une recrudescence sur l'organisme. Ce qui va amener le surpoids. Le surpoids, c'est l'obésité. Et l'obésité est responsable de plusieurs maladies. D'où il y aura, en dehors de l'obésité, bien entendu, il y a des gens qui vont développer les diabètes sucrés. Donc ces aliments peuvent développer ou favoriser ou entraîner certaines pathologies comme le diabète sucré, l'obésité, la dyslipidémie, les hypertensions artérielles. Et au fait, c'est toute une cargaison de pathologies qui, au fait, va suivre votre consommation
de produits riches en protéines, riches en graisse, riches en sucre, même voire en protéines. Parce que les protéines, à long terme, pouvaient développer même la goutte. Ok. Donc, ne vous posez même pas de questions. À un certain âge, autour des cinquantaines, soixantaines, et vous dites non, j'ai mal aux pieds, soit mal au niveau des articulations. Mais vous devez vous rappeler de votre passé. Comment et qu'est-ce que vous étiez en train de manger? Parce qu'aujourd'hui, la majorité, principalement la catégorie des personnes de troisième âge, se plaint beaucoup plus de raideur ou soit de douleurs articulaires, mais tout en oubliant ce qui s'est passé bien précédemment. Donc, je crois que ce sont là les conséquences. C'est un enchaînement au fait de problèmes. Donc, nous devons réduire la quantité des sucres, nous devons réduire la quantité des aliments avec graisse, donc les quantités, la fréquence pour manger. Bien sûr, madame. C'est comme je l'ai dit dès le début de cette émission, je l'ai dit, il faut équilibrer. Donc, il faut avoir un régime équilibré en sucre, en protéines, en lipides, et cela vous évitera à la longue de problèmes de santé. Une question, docteur. Lorsque on mange tard le soir ou lorsqu'on saute le repas, y a-t-il un risque sur notre santé? Bien sûr. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je vous ai donné les heures les mieux placées pour consommer, pour manger. Mais il y a d'autres personnes qui passent plus de temps peut-être au travail, ils n'ont pas eu le temps de manger à midi, ils n'ont pas eu le temps de manger à 18h, ils arrivent à la maison à 22h et peut-être manger son foufou à 23h. Oui. Ou soit la personne peut être fatiguée et ne mange même pas, dort pour manger le matin avant de sortir. Tout à fait. Je pense que l'organisme lorsqu'il est au repos, tout ce que vous pouvez lui donner, il ne pourra rien faire. En fait, quand vous mangez, vous allez accumuler les graisses ou le sucre et vous allez constater qu'à un certain moment donné, vous allez prendre du poids. Pourquoi? Parce que pendant ces heures tardives, l'organisme ne travaille plus. L'organisme ne digère plus les aliments que vous mangez. Au fait, il va stocker du sucre, il va stocker au fait des lipides, des protéines, et vous allez constater à un certain moment donné que vous avez pris du poids. Et si vous ne tirez pas attention, vous pouvez développer même les diabètes sucrés. Donc, il faut faire très attention lorsque on mange, lorsque vous devez manger aux heures tardives. Je crois que s'il faut aller au travail, vous devez prendre toutes les précautions ou les dispositions possibles pour pouvoir vous amener avec quelque chose dans le bol. Et dès qu'il est 12 heures, vous mangez. Dès qu'il est 18 heures, vous mangez. Ou soit vous achetez quelque chose, vous gardez. Dès qu'il est 18 heures, vous mangez. Donc, au fait, cela se réfère au principe de ce que nous appelons la chronobiologie de l'insuline. D'accord. Au fait, l'insuline, c'est une substance biochimique produite par l'organisme qui aide au fait le sucre à entrer dans la cellule pour être utilisé au niveau de la cellule. Et la cellule a besoin de ça. Alors, une fois que ces principes de la chronobiologie de l'insuline n'est plus en activité, le sucre reste au fait en dehors de la cellule. Vous voyez, ça reste en dehors de la cellule et là, c'est un risque permanent pour que la personne puisse développer les diabètes sucrés. Donc, vous voyez, déjà à partir de 7h, 6h, 7h, l'organisme commence à reprendre l'activité tout calmement. Et la quantité de l'insuline qui est régulée par l'organisme est produite et cette quantité va atteindre le pic à 12h. 12h, 13h. Voilà pourquoi on a tellement faim dès qu'il est 12h ou dès qu'il est 13h.
on a suffisamment faim, il faut manger. Pourquoi? Parce que maintenant, les cellules ont besoin du sucre. Il faut utiliser. Et l'insuline est là pour pouvoir introduire le sucre au niveau de la cellule. Et si vous ne mangez pas, au bandakolenga, madame. Voilà. Docteur, en tout cas, là, je n'ai pas bien saisi. Quand est-ce que l'organisme est en repos? L'organisme est en repos après, généralement après 19h, 20h. Après 20h, l'organisme commence à entrer au repos. Il y a certaines activités qui cessent au fait d'être en marche. Et en ce moment-là, il faut éviter de beaucoup manger. Déjà après 19h ou après 20h, éviter de beaucoup manger. Donc, parce qu'il faut choisir une petite quantité, peut-être juste pour couvrir l'estomac, parce que l'estomac chauffe. Il y a de l'acide au niveau de l'estomac et il faut protéger au fait la muqueuse gastrique contre cette acidité qui est produite au fait par lui-même l'estomac au fait et qui, si vous ne le protégez pas, lui-même il devient l'agresseur. Moi, par exemple, docteur, après 19h, 20h, je peux dire après 22h, je ne mange pas, je ne prends que du thé avec un petit morceau de pain. Est-ce bon ou mauvais? Et du thé avec un petit morceau. Du thé rouge, je précise bien, du thé rouge. Vous mettez du sucre? Oui, un peu de sucre. Quelle quantité de sucre vous mettez? Ça dépend. Pas trop, en tout cas, pas trop de sucre. Déjà, je m'étais donné une discipline de ne pas prendre beaucoup de sucre. Oui, je pense que c'est bon ou c'est mauvais de prendre du thé sucré après 19h. Vous comprenez? C'est comme je viens de l'expliquer. Vous pouvez prendre du thé avec un petit morceau de pain, comme je viens de le dire. C'est juste pour couvrir votre muqueuse gastrique, pour protéger cela contre au fait, une agression de l'acide chlorhydrique. Donc, moi, je ne pense pas que ça peut avoir vraiment un impact négatif du fait que, à moins que ça devienne une habitude pour vous. Ok. Voilà. Mais docteur, il y a aussi ces personnes-là qui peuvent se réveiller tard la nuit, peut-être à 1h du matin ou 2h du matin, comme me souffle notre caméraman Khaled Mavambou, qui se réveille souvent à 1h pour manger, soit du foufou, soit du riz. Quel risque il y a là? Voilà, je reviens sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Je l'ai dit que pendant ces heures-là, l'organisme est au repos. Ok. Il ne travaille plus. Et donc, si vous consommez à ces heures-là, ne pensez pas que l'organisme va travailler. Il n'y aura pas une digestion effective ou proprement parlée, parce que tout ce que vous allez consommer, tout ce qui sera produit sera au fait gardé, stocké. Il n'y a rien qui sera utilisé. D'où le risque de surpoids. J'ai parlé du risque de surpoids. Et si c'est vraiment une habitude, il faut abandonner cette habitude. Parce que le surpoids peut faire appel au diabète sucré. Ok. Oui. Et le diabète sucré, moi j'ai toujours dit, pas moi, c'est ce que nous avons toujours, d'après l'expérience et aussi ce que la médecine nous renseigne. Le diabète est le frère de l'hypertension artérielle. Wow. Et l'hypertension artérielle, c'est la sœur du diabète sucré. Voilà. Docteur, parlons du grignotage. Oui. Les personnes qui grignotent à toute heure, est-ce grave qu'on le pense? Qu'est-ce qu'ils grignotent? Il faut spécifier les grignotages. Parce que si des gens qui prennent généralement du biscuit, de la charcuterie au fait, ces gens-là, il faut qu'ils s'attendent à un problème de diabète sucré à long terme. Ce que j'ai dit. Donc, un certain type de comportement, vous comprenez, courant ou un comportement alimentaire courant qui peuvent avoir des effets négatifs ou néfastes sur la santé à long terme. Parce que le grignotage, vous mangez tous les jours, vous prenez du biscuit, non, je prends seulement du biscuit avec de l'eau, soit que je vais prendre, comment on appelle ça,
dans des supermarchés, je vois beaucoup de gens entrer là-bas et parfois ils ne se posent même pas la question qu'est-ce que le produit que je prends contient. Contient, c'est ça. Et des fois, il n'a même pas besoin de lire. Quand je vous vois, madame, acheter ça, je me dis, est-ce que c'est bon ça? Oui, ça goûte bon, ok. Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux ça. Vous voyez ça? Donc, la personne n'a même pas besoin de savoir qu'est-ce que ça contient, le produit qu'il achète, qu'il veut prendre. Déjà, génétiquement, j'ai tendance à prendre du poids et donc je n'aimerais pas que je peux mourir d'une autre maladie, mais pas du diabète sucré, ni moins de l'hypertension artérielle ou encore de problèmes cardiaques. Merci docteur. Je pense que le commun des mortels qui est en train de nous suivre comprend déjà les dangers, les risques qui sont liés aux mauvaises habitudes de l'alimentation. D'où il faut manger équilibré et savoir quelle est l'heure à laquelle il faut manger. Docteur, le fait de boire fréquemment les boissons sucrées et alcoolisées, quel est le danger à long et à court terme? Très bien et merci pour la question, madame. Je suis très ému par cette question parce que aujourd'hui, c'est l'habitude de jeunes Quinois ou de la majorité de la population quinoise. On boit beaucoup de boissons sucrées et surtout de l'alcool. La première des choses, je parle de boissons sucrées fréquemment vous expose au développement du diabète sucré. Pourquoi? Parce que vous mettez l'organisme à une surcharge glucidique que peut-être il ne saura pas utiliser au quotidien. Mais vous gardez cela. Moi, j'ai vu, au fait, lors de ma pratique médicale, j'ai vu une jeune dame de 23 ans venir avec un problème de diabète sucré. Mais lorsqu'on recherche les antécédents familiaux, etc., donc pas de notion génétique. Et elle répond en disant, quand on lui pose la question, est-ce que tu prends beaucoup de sucré? Elle dit, oui, docteur, par jour, en tout cas, je prends au moins 5 bouteilles de coca. Wow. Si je n'en prends pas, je ne vais jamais me sentir à l'aise. Et voilà la conséquence. Même pas en âge adulte, même pas 40 ans, mais elle a développé au fait le diabète sucré. Parce que la consommation, comme je l'ai dit, tout excès nuit. Et donc, cette personne-là ou ces personnes qui ont l'habitude de prendre fréquemment de boissons sucrées, et surtout si elles ont déjà une prédisposition génétique, donc la facilité de pouvoir voir le diabète sucré apparaître dans sa vie ou dans leur vie est très, très, très imminente. Donc, il faut faire attention avec les boissons sucrées. Il ne faut pas prendre fréquemment, mais réguler la quantité. Et surtout, une bouteille par jour, c'est bon. Et quand il faut parler peut-être de l'alcool, l'alcool, madame, est derrière beaucoup de maladies. Lesquelles, par exemple, l'alcool peut entraîner des problèmes d'hypertension artérielle. L'alcool peut entraîner des problèmes de maladies cardiaques. L'alcool peut entraîner le problème de maladies hépatiques. Le problème de diabète sucré aussi. L'alcoolisme aussi est responsable du développement ou du déclenchement du diabète sucré. Alors, les pathologies les plus fréquentes aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est que beaucoup de jeunes gens font la cirrhose hépatique d'origine alcoolique. Et ça, il faut vraiment faire très attention. En dehors de cette cirrhose hépatique, il y en a qui font même des AVC. Wow. Oui. Et là, il fait son AVC pendant qu'il est ivre. On l'amène, il a pris beaucoup d'alcool. Moi, je suis praticien aux urgences depuis 2018. D'accord. Et j'ai quand même une expérience de voir de jeunes gens venir, de jeunes gens alcooliques venir
en commun. Parfois, quand on essaie un peu de s'interroger et de demander même les scanners, on vous ramène un scanner avec une rupture d'un vaisseau, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui prend régulièrement de l'alcool. C'est un alcoolique invétéré et qui ne veut pas abandonner cette habitude-là. Donc, il y a plusieurs pathologies qui sont au fait consécutives à la prise de l'alcool. Ok, merci docteur. Chers téléspectateurs, vous avez compris que nos habitudes alimentaires sont à l'origine de plusieurs maladies, notamment le diabète, l'hypertension, l'obésité, voire même l'AVC. D'où il faut vraiment faire très attention à ce qu'on mange. Souvent lire tout ce que nous achetons, il faut lire, savoir ce que cela contient. Docteur, avec un budget limité, quel geste simple pour mieux manger? Moi, je pense qu'avec un budget limité, je prends l'exemple d'une famille qui va faire le marché, par exemple, avec, j'ai vu ça, 7 000 francs pour faire le marché. 7 000 francs congolais 7 000 pour francs faire le congolais marché. Pour faire le marché. Ok. Je pense que c'est une autre, ou soit un autre sens d'habitude alimentaire. Parce que cette famille-là, il y a 7 000 francs pour aller acheter à manger au grand marché, ou soit je ne sais pas où, vous et moi, vous comprenez que c'est pratiquement impossible que cette famille-là soit bien nourrie. Et donc, les maladies qui peuvent advenir derrière ces gens-là, et surtout pour les enfants, le plus grand risque. Vous avez les marasmes, vous avez les kwashiorkor et autres. Et parfois, des gens qui sont en très mauvaise santé parce que ils ne consomment pas des aliments qui peuvent bien construire leur corps, leurs muscles pour que l'organisme soit en bon état. Donc, ces gens-là qui n'ont pas cette chance de pouvoir équilibrer l'alimentation à leur place, je déplore parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas le choix. Et chacun vit selon ses moyens et on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut leur dire. Vous voyez? Alors, parce que moi, si tout le monde était au même diapason, j'aurais bien voulu que tout le monde consomme de la même manière. Donc, un peu de protéines, un peu de vitamines, un peu de sels minéraux, etc. Et lorsqu'on a les mêmes conditions de vie sociale, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est un élément très important pour que une famille, une société puisse aller de l'avant. Madame, si vous ne mangez pas correctement, même les niveaux, le quotient intellectuel va diminuer. Même le quotient intellectuel va diminuer. Vous ne serez jamais concentré pour bien. Même tel que vous parlez là, c'est parce que vous êtes bien nourri, voilà pourquoi vous êtes là. Mais si vous n'êtes pas bien nourri, vous ne saurez pas vous concentrer pour pouvoir réfléchir et mettre des idées ou des arguments. Manger équilibré. Oui. Donnez-nous l'exemple d'un repas traditionnel équilibré. Voilà. Pour moi, si j'ai sur ma table un peu d'igname, les ignames, vous connaissez ça, non? Oui. Un peu d'igname, soit un peu de pommes, j'ai un peu de foufou, j'ai un peu de riz, et j'ai un peu de légumes, j'ai un peu de poisson, ou encore un peu de fruits. Sur ma table, je saurais prendre un petit rien. Donc, partout, je prends un petit rien. Ça me constitue un plat. Et puis là, je peux bien manger. Vous parlez de poisson. Quel poisson, docteur? Parce que vous avez parlé d'éviter les vivres frais. Oui, mais quand on parle des poissons, il y a aussi des poissons qui sont transformés et conservés. Non. Quand vous allez vers au bord du fleuve là-bas, il y a des pêcheurs qui sont là-bas. Donc les poissons frais. Oui, le poisson frais. Il faut acheter ça.
Mais il n'y a pas le moyen, docteur. On peut juste manger seulement les légumes et du foufou, c'est tout, parce Bon. que s'il n'y a pas de moyen. Il n'y a pas de moyen. Madame, vous, on vous amène le cuisse à pète. Mhm. Vous achetez ça facilement. Parce que un petit morceau là, c'est à 1000 francs, 1500. Vous allez acheter ça, vous mangez. Oui, on comprend. C'est la misère, c'est la misère, c'est la carence. On sent qu'il y a un problème. Et de ce fait-là, moi, je déplore. Je crois que en tant qu'humains, nous devons porter nos responsabilités à cœur et nous dire que la personne qui est en face de moi mérite aussi la chance de pouvoir vivre comme moi. Je ne peux pas me nourrir moi seul, remplir mon ventre au détriment de celui qui est en face de moi. Vous prenez, parce qu'on parle de ce que nous devons manger. Ok. Vous regardez les Blancs, comment ils vivent. Même quand il y a des problèmes chez nous, vous allez entendre toujours des ressortissants. N'est-ce pas? Les ressortissants. Pourquoi? Ils s'aiment autant que vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est ça. Ils ont des problèmes. Mais ils s'aiment autant que vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà pourquoi chez eux, ils ont déjà pris des dispositions sécuritaires sur le plan alimentaire pour que cela ne souffre d'aucune faille. Que tout le monde mange, que tout le monde se retrouve. Voilà pourquoi tous ces gens qui vont à l'extérieur du pays, quand ils reviennent, même là, parfois la manière de vivre change. Vous le voyez en bonne santé. Vous le voyez en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il va vous dire, non, là-bas de l'autre côté, mbongo, et ça passe. Mais, kolia, et ça facile. C'est facile. Donc, tout le monde est derrière le médecin, pas comme ici chez nous, où vous voyez des grands messieurs, il a beaucoup d'argent, il n'a même pas un médecin conseil, même pas un médecin de famille, même pas un nutritionniste ou un diététicien qui puisse lui faire des conseils en matière de ce qu'il doit manger. Donc lui, il préfère manger, vivre comme ça et sans aucun conseil alimentaire. Quelle est l'importance d'éduquer les enfants à bien manger dès le plus jeune âge? L'important, c'est de bien éduquer les enfants à bien manger depuis le bas âge. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Si vous voulez que cet enfant grandisse, que ce soit sur le plan physique, mental, psychologique, que intellectuel, il faut bien nourrir cet enfant-là, ou il faut bien nourrir les enfants. Donnez-leur, comme je l'ai dit, une alimentation équilibrée. Okay. Cette alimentation équilibrée va lui procurer un organisme capable de se développer, capable de maintenir son état, capable même de mettre... Il y a des enfants qui sont super intelligents. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont été bien nourris depuis le bas âge. Les parents savent qu'est-ce qu'il faut donner aux enfants. Et ces enfants qui sont bien nourris, vous allez le voir vraiment insolemment intelligent. Okay. C'est très important parce que si cet enfant-là n'est pas bien nourri, c'est un enfant qui aura même des problèmes sur le plan social. Imaginez-vous que cet enfant-là qui grandit, qui ne mange pas bien et qui se retrouve à côté des autres, il le regarde en train de manger et lui il est debout. Même à l'école, je prends l'exemple des enfants qui vont à l'école. Un enfant qui ne mange pas bien, déjà à la maison, il ne sait pas à son retour qu'est-ce qu'il va aller manger. Il se pose déjà la question, au retour je vais aller manger quoi? C'est ça. Vous voyez qu'il n'est pas concentré même pour apprendre. Pourquoi? Parce que la question de qu'est-ce que je vais aller manger à mon retour le préoccupe. Ça dérange même son quotient ou son problème intellectuel et ça l'amène parfois à des échecs. Donc, si vous voulez que l'enfant soit vraiment intelligent, soit fort et soit loin de certaines maladies, il faut bien nourrir cet enfant. Parce que les protéines, le sucre, les lipides,
tout ce qu'il mange, les vitamines, constituent un amalgame comment je peux dire, de protection. Ce sont des mesures protectrices pour cet enfant-là, pour sa croissance. Ok. Donc, quand je parle de la croissance, c'est à tous les niveaux, quoi. Merci, docteur. Docteur, nous entendons souvent, je mange mal, mais je fais Oui. du sport pour compenser cela. Est-ce bon ou mauvais pour la santé? Vous mangez mal et vous faites du sport. Vous ne faites rien, madame. C'est comme si vous venez de manger et vous allez aux toilettes. Et après, vous revenez, vous mangez. Le ventre sera toujours plein. Donc, moi, je crois que pour faire le sport, vous devez commencer par équilibrer votre alimentation. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si vous voulez guérir une maladie, il faut d'abord la prévenir. Parce que guérir, c'est parfois difficile. Mais si vous prévenez, ça va vous être plus facile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que des personnes qui mangent mal et qui se disent après que non, je vais faire le sport et voilà, natoki, donc na komi nanga bien. N'est-ce pas? Na pourquoi? Ok, on meli masanga, au lait ba kuiso ba tumbi wana, il y a tonneau. Et après, tu dis, demain matin, je vais aller faire le sport. Mais moi, je ne pense pas que c'est une meilleure façon de faire les choses. Pour moi, je crois que nous devons contrôler notre alimentation, nous devons équilibrer notre alimentation pour faire en sorte que tout ce que pourra nous arriver, nous puissions l'éviter dès maintenant, dès aujourd'hui. Et je donne l'exemple. Vous consommez beaucoup de viande, la viande rouge. Vous ne voulez pas manger les légumineuses. Mais attendez-vous plus tard à des complications. Parce que généralement, c'est la goutte qui va vous prendre. Vous aurez des raideurs articulaires ou soit des douleurs articulaires et vous allez commencer à vous plaindre de temps à autre des rhumatismes. Les rhumatismes, c'est comme ça devient une habitude, même pour les personnes âgées aujourd'hui. Ah, nga mikolo yo docteur nazoko kakotambola te makolo wana ezolinga te soko talata misapi wana nyoso et passi. Et donc moi je me pose la question, mais qu'est-ce que comment avez-vous quel est le comportement alimentaire que vous aviez lorsque vous étiez encore trop jeune avant d'avoir cet âge? Parce que maintenant vous avez consommé pendant plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et aujourd'hui, l'âge influe aussi sur l'organisme. Okay. L'âge devient aussi une maladie pour l'organisme. Vous voyez? Et en plus de l'âge, il y a tout ce que vous avez conservé pendant toute une décennie. Et ça empire le problème. Vous développez des pathologies, parfois vous n'allez pas comprendre leurs origines. Vous allez dire non, peut-être que c'est parce que mayo na melaki lobi, ezaki biloko na liaki lobi. Non. Souvent, il faut s'interroger sur le comportement alimentaire, ce que nous avions et ce que nous consommons généralement. Vous voyez? C'est très important. Aujourd'hui, il y a un taux très élevé d'hypertension artérielle. Il y a des personnes qui font trop les hypertensions artérielles. Mais quand vous allez interroger l'histoire, vous interrogez les antécédents, même en famille, il n'y avait même pas des gens qui ont souffert de ça. Mais le malade ou la patiente souffre de cela, tout simplement, c'est parce que le comportement alimentaire était très mauvais. Et voilà, l'hypertension artérielle voit directement l'AVC, et l'AVC, c'est le cerveau qui est attaqué en ce moment-là. C'est un trouble de l'organisme qui se présente en ce moment-là. Et la personne peut devenir même, qu'est-ce qu'il faut dire, handicapée, parce que vous pouvez perdre une partie de votre corps et vous devenez incapable de pouvoir vaquer librement à vos occupations. D'où il faut
prévenir, qui guérit, et voir quel est le comportement alimentaire que vous avez. Docteur, nous tendons déjà à la fin de notre émission. Alors, si vous devriez donner 3 priorités à notre alimentation dès aujourd'hui, quelles seraient-elles? La priorité à notre alimentation dès aujourd'hui, pour moi, ce qui est prioritaire, si vous voulez que ça soit prioritaire, je veux conseiller à tout Congolais et surtout à des gens qui ont de moyens que si vous devez prioriser dans votre comportement alimentaire, il faut commencer par savoir qu'est-ce que vous devez manger, comment manger et quand manger. Cette question, vous devez en avoir parce que c'est très important. Et si vous oubliez cette question, sachez que vous allez faire face à des complications, à des pathologies graves, comme je viens de les dire, les hypertensions artérielles, diabète sucré, les obésités, les pathologies cardiaques, etc. Et donc, cela avec l'appui d'un diététicien ou d'un nutritionniste, c'est très important. J'aimerais que tout le monde, que tout Congolais ait le même niveau de vie sociale. Que l'alimentation ne devienne pas une question pour les Congolais. Le manger ne devienne pas une question pour les Congolais. Parce que quand on ne mange pas bien, parce que nous venons de discuter ici, on parle seulement des hypertensions. Mais nous oublions qu'il y a des gens qui vont en déflexion, en recrudescence. Ces gens qui font des hypertensions, c'est parce qu'ils ont de moyens, ils mangent. Mais ceux qui ne trouvent pas d'argent pour manger, qu'est-ce qu'eux ils font? Eux, ils vont fléchir. Ils vont développer des pathologies telles que les marasmes, les kwashiorkor et autres, des manques en vitamine B1 et ainsi de suite. Donc, j'aimerais à ce que tout Congolais ait le même niveau de vie alimentaire. Je sais qu'aujourd'hui, manger chez nous, ça devient une question au quotidien. On se pose la question quand on se réveille, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Il y a des familles qui ne savent pas jusqu'à présent, où nous sommes en train de parler, il y a des familles qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles vont manger. Vous voyez? Donc ça, c'est un élément qui frise au fait, et je pense qu'il faut que nos Congolais, nous ayons presque les mêmes niveaux de vie alimentaire. Troisième élément, ce que je peux prioriser, je crois que je demanderai à tout le monde de pouvoir s'approprier. Actuellement, il y a beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de fruits. Et si vous voulez que les maladies que vous avez, tout ce que vous avez développé, aujourd'hui, des gens qui pensent qu'il faut toujours boire les médicaments. Les médicaments ne viennent que pour regresser la pathologie et peut-être supprimer de manière provisoire la maladie. Pourquoi je dis ça? Parce que pour l'hypertension, par exemple, il y a des gens qui prennent les médicaments tous les jours, mais qui oublient que le traitement de base d'abord, c'est le régime alimentaire. Okay. C'est très important, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour l'hypertension artérielle et autres, c'est d'abord le régime alimentaire. Parce que si on oublie cet aspect-là, même les médicaments que vous prenez, vous allez avoir une maladie qui va évoluer à dents d'ici. Vous prenez les médicaments, ça baisse à un moment donné, et quand vous oubliez de prendre, donc la maladie revient au point de départ. Donc, je pense que la question de base, c'est d'abord le régime alimentaire. Il faut retenir ça. Le tout premier médecin de votre vie, de votre corps ou organisme, c'est d'abord vous-même. Par votre habitude alimentaire, ce régime alimentaire que vous allez instaurer dans votre vie va vous aider à éviter des maladies et surtout
des complications à la langue. Alors, en conclusion, docteur, un mot de la fin. Un mot de la fin, je pense que tout Congolais, toute personne ayant de moyens pour pouvoir mettre à sa disposition une alimentation équilibrée doit avoir un diététicien, un nutritionniste, et je conseille pas seulement pour l'alimentation, mais pour des pathologies afférentes, il faut que chaque famille ait un médecin de famille pour pouvoir les conseiller, les orienter et leur dire qu'est-ce qu'il faut éviter pour qu'il n'y ait pas le pire. Donc voilà ce que je peux conseiller. Merci beaucoup, docteur, pour ces conseils pratiques. Merci, madame. Je rappelle, nous avons reçu aujourd'hui dans votre émission Santé Plus le docteur Ghislain Onokoko-Djeka, qui est médecin généraliste au centre hospitalier universitaire et Renaissance ex-Mamaemo. Ensemble avec lui, nous avons parlé de la mauvaise habitude alimentaire des Congolais à l'origine de plusieurs maladies. Merci, docteur, pour avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, madame. Voilà, vous l'avez entendu, manger équilibré, ce n'est pas compliqué, c'est une question de choix et de discipline. La santé commence dans notre assiette. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe technique, Paul Pembe, Khaled Mavambou, Jacques Vangou, Anjoandita, Junior Lungoudier. Merci une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de votre santé. Au revoir. Je prends soin de ma santé. Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé.